normalement. Ça y est, voilà, ça s'inscrit. Merci Alexandre d'être là. On ne te présente plus, mais je vais te présenter quand même, enfin te laisser te présenter pour le coup. Merci d'avoir répondu à Éthiquement Parlant. On a besoin de tes éclairages plus que jamais. Et puis pour le coup, ça concerne absolument toute la population et les forces de l'ordre évidemment, nos gardiens de la paix. Est-ce que tu peux te représenter pour les abonnés, ceux qui ne te connaissent pas? Déjà, merci de m'avoir réinvité. Moi, c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Et après, me représenter très rapidement, Alexandre Langlois, donc secrétaire général du syndicat Vigipolice, et puis toujours en activité dans le renseignement policier. Et oui, que de responsabilité. J'avais besoin de discuter avec toi. Je trouve que c'est important au vu de la loi qui est en train de passer. Je voudrais savoir ce que tu en penses et dans le cadre de la corporation policière, comment c'est ressenti tout ça? Alors, ce qu'on en pense, on a écrit à Emmanuel Macron, tellement on était scandalisé de la chose, c'est-à-dire qu'en fait, cette loi est contre-productive, aussi bien pour la population et pour les policiers. Donc la population et les journalistes s'en ont exprimé largement. Par contre, pour les policiers, à part nous et quelques autres syndicats peut-être minoritaires, il n'y a personne qui a pris la mesure qu'en fait cette loi était moins protectrice. La loi prévoit par exemple dans l'article 24 qui interdit de filmer les policiers 45 000 euros d'amende et 1 an de prison. Il y a déjà des lois qui existent qui permettent des sanctions de 2 ans à 5 ans de prison si les personnes sont menacées ou harcelées sur les réseaux sociaux ou par divers moyens. Mhm. Elles ne sont pas appliquées ou très rarement. Ça arrivé une fois pour une collègue qui a été harcelée sur Versailles et la personne a été condamnée par la justice. Donc en fait, il y a des lois qui existent déjà et qui permettent de sanctionner ces comportements. Donc ça, personne n'en a parlé et personne n'a dit que c'était plus protecteur. La deuxième chose également, c'est qu'il y a des syndicats qui sont en train de se faire la parole du gouvernement, soit parce qu'ils ont des arrangements entre eux, ou soit parce qu'ils sont dans une conception liberticide de la police. Je pense notamment au syndicat Unité SGP, qui avait voté à l'époque le nouveau code de déontologie qui limite à la liberté d'expression syndicale. Donc, il faut être fort en tant que syndicaliste pour limiter sa propre expression, et qui avait à l'époque changé les policiers n'étaient plus défenseurs des libertés individuelles, mais étaient défenseurs des lois, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ensuite, on a le syndicat Alliance qui est complètement pour Mhm. cette mesure. Mhm. Alors par contre aussi, ce qui est intéressant à savoir, c'est que par exemple, tout le monde dit c'est parce qu'il y a des policiers qui sont suivis chez eux, qui sont mis en Oui, pâture sur les réseaux sociaux. Donc, oui. qui donne les adresses des policiers? Le syndicat Alliance a fait fuiter sans faire exprès 498 adresses et noms et prénoms de ses adhérents il y a quelques Sans années. faire exprès? Donc, Ouais, sans faire exprès, ils ont été hackés ou je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a eu un manque de sécurisation des données. Donc ça, c'est pas ouais. les gens qui ont filmé dans la rue, c'est le syndicat Alliance qui est fautif. Deuxième chose également, il y a M. Darmanin qui a été assez abject pour mettre dans la balance de cette loi et dans sa communication l'attentat de Magnanville contre nos 2 collègues qui ont été assassinés chez eux devant leur Ouais. enfant. Le couple, c'était Ça n'a rien à terrible. voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les gens qui ont été filmés sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, la piste la plus probable, c'est une clé USB qui contient des données des ressources humaines de la police nationale, donc une mauvaise sécurisation entre un syndicat de police Alliance et le ministère de l'Intérieur. Cette clé USB a été a priori entre les mains d'une fichier S qui était connue pour ses accointances avec le milieu terroriste. Donc une fois de plus, c'est Alliance qui a fait fuiter des informations de façon aussi involontaire, et parce qu'il y a un manque de sécurisation, parce que le ministère de l'Intérieur est incapable de sécuriser les données. On continue. Le ministère de l'Intérieur également, nous avons eu des collègues CRS il y a 1 ou 2 ans qui ont reçu des menaces de mort chez eux. Les menaces de mort, ce qui est très Mhm. intéressant par rapport à cette loi, il y avait marqué dedans, on ne se connaît pas, on ne vous a jamais vu, on ne sait pas votre tête. Par contre, on sait que vous êtes policier et CRS. Comment les gens ont eu leur adresse à ces collègues policiers et CRS? Tout simplement en regardant le journal officiel qui avait indiqué les noms et prénoms de tous les régisseurs CRS en France et leur lieu d'affectation. Les gens ont fait les pages jaunes, ont regardé dans le secteur, ils ont envoyé, dans 80% des cas, ça matchait. Donc là, c'est carrément l'État qui a donné les adresses quasiment des fonctionnaires. Donc aujourd'hui, on a beau jeu de faire cette loi, elle est moins protectrice, et les moments où les policiers ont leurs données personnelles mises sur la place publique, c'est soit un défaut de sécurisation des données par des syndicats de police, par le ministère de l'Intérieur, voire carrément le ministère de l'Intérieur qui publie les informations en libre accès au journal officiel. Donc en fait, on est complètement en train de cacher les réels problèmes de mise en danger des policiers. On est en train d'amoindrir la loi, parce qu'aujourd'hui, c'est 2 à 5 ans de prison pour les gens, mais pour n'importe qui se fait harceler sur les réseaux sociaux ou menacer, contre 1 an demain. Et par contre, cette loi va créer un deuxième problème, c'est que c'est très subjectif. C'est que la loi dit, dans le but de nuire, on peut interdire de filmer. Mais comment on va savoir que les gens sont en train de vouloir nous nuire ou pas? Mhm. Ça va dire, toi, je pense que tu me nuis, je pense pas, c'est très subjectif. On en dit une minority report. Il y a déjà assez de tensions sur le terrain entre la police, les journalistes, la population, sans pour rajouter un texte flou qui engendre de l'arbitraire, qui va engendrer des nouvelles tensions.
Et du coup, en fait, ce texte sur cet article 24 est catastrophique, mais il n'y a malheureusement pas que cet article 24 qui est catastrophique. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que s'il avait fallu une loi, et la police en a besoin, contre le harcèlement, etc., il aurait fallu renforcer le service de sécurité en interne et pas renforcer la sécurité en externe, en gros, puisque c'est le problème, c'était En la gros, c'est sécurisation exactement des ça. données. Et ensuite, deuxièmement, là où c'est flou, alors moi, avec la clique, on a stabilo bossé sur la loi. Tu parlais de Minority Report, donc on parle d'intention. Donc après, effectivement, c'est extrêmement compliqué d'alerter les forces de l'ordre ou même la justice derrière sur une intention. De condamner une intention, c'est plus être présumé innocent, j'allais dire prisonnier, lapsus. Alors, Pas il y a encore. écrit, C'est l'étape d'après. ouais, voilà, mais c'est ça, c'est une escalade. Alors, il y a écrit quand même, la proposition de loi vise à permettre précisément cela, deux points, je cite, savoir être inventif et innovant afin, pardon, c'est pas ça, pardon, savoir être inventif et innovant afin de renforcer le continuum de sécurité. C'est-à-dire, ça va être comment est-ce que c'est justifiable et pénalement d'être inventif et innovant? C'est-à-dire qu'un policier va pouvoir dire, moi j'ai été inventif et innovant en faisant telle et telle Alors, bavure l'inventif et innovant, c'est par rapport au consortium de sécurité, qui est le deuxième Ouais. problème de la loi. Donc, il n'a rien à voir avec l'article 24, a priori, à mon sens, quand on dit la loi, Mhm. mais plus sur la délégation des missions de la police nationale qui sont renvoyées à la police municipale pour une partie. Donc là, il peut y avoir débat en fonction de. Les policiers Oui, municipaux restent des fonctionnaires dont la mission est l'intérêt général. Par contre, ce qui va poser la difficulté, c'est en fonction des communes. Certaines voudront développer une police municipale, pas d'autres. C'est une égalité de traitement sur le territoire. Égalité qui est dans la devise de la République. Et il va y avoir le troisième point qui est beaucoup plus problématique, et là, qui a même pas d'appel pour notre syndicat ou de débat dessus, c'est qu'on va vendre des missions à des agents de sécurité privés et des sociétés de exactement. sécurité privée qui vont pouvoir dresser des procès-verbaux. Donc, ils vont pouvoir commencer des procédures judiciaires. Le problème de ça, c'est qu'en fait, à la différence des fonctionnaires, qu'ils soient municipaux ou nationaux, le but d'une société privée, ce n'est pas l'intérêt général, c'est de faire de l'argent. Mhm. Et faire de l'argent, du coup, la mission n'est plus du tout la même. C'est pas mal pour une société. Le problème, c'est que quand c'est une mission d'intérêt général, je ne vois pas comment on peut concilier les deux. Il va y avoir un moment des passe-droits. On va se dire, on va octroyer ça pour faire plaisir aux clients. Ça va être limite borderline, ça va devoir être illégal. Mais le but du jeu, c'est de faire rentrer de l'argent, soit pour les petites sociétés, soit encore des fois pour des actionnaires. Donc ça va poser de sérieux problèmes. Et après, ça va poser des problèmes du coup sur à qui obéissent ces agents de sécurité privés. Ils n'obéissent pas à l'État, ils obéissent à leur employeur. C'est pas, je prends un exemple, c'est le groupe de sécurité qui va pouvoir avoir, qui va suivre leur carrière, qui va leur donner leur prime. Donc c'est à eux qui vont jurer fidélité et pas du tout aux citoyens et au pouvoir public. Quoi qu'on en pense à l'heure actuelle, pour le moment, il y a encore un minimum de garde-fous qu'il n'y aura plus avec la sécurité privée. Donc c'est ce consortium de sécurité qui est très dangereux, qui est une volonté de M. Macron et de son gouvernement depuis qu'ils sont arrivés là, qu'on avait été reçu au ministère pour la police de sécurité du quotidien. Il nous avait dit, on ne sait pas ce qu'on veut mettre dedans, ça c'est un truc de com qu'on a fait, la seule mission qu'on a, c'est de vendre le plus de missions possible de la police nationale aux agences de sécurité privées. Et ce qui est assez amusant, c'est que M. Fauvergue, donc M. Fauvergue qui est le rapporteur de la loi sécurité globale, qui est un ancien du Mhm. RAID, qui s'était vanté d'être arrivé en premier pour montrer la mentalité de cette personne. Il y a deux choses qui sont assez choquantes dans le profil de cette personne qui défend la loi. Un, quand il y a eu les attentats du Bataclan le 13 novembre, il s'est vanté dans toute la presse, était en tête de colonne, était un commissaire qui était un flic de terrain qui allait au feu. Bon, il se trouve qu'il a été pris la main dans le sac, il n'a jamais été en tête de colonne. Les collègues qui étaient réellement en tête de colonne, qui ont risqué leur vie, ont été outrés par ces déclarations. Ils n'ont pas pu se faire entendre avant cette année. Donc ça fait quand même beaucoup de temps où il y a eu une mainmise et des mensonges de cette personne qui s'est justifiée en disant ah, peut-être que dans la précipitation, je me suis emporté. On ne s'emporte pas, on est soit en tête de colonne, soit on n'y est pas. Et la deuxième chose qui est relevée ce matin dans le Canard enchaîné, c'est que M. Fauvergue a lancé sa boîte de sécurité privée en 2019 dans le but d'être prêt à absorber les nouveaux marchés publics qu'il est en train de créer. Donc c'est assez murant, ce conflit d'intérêts entre le législateur et ses petits intérêts personnels. Moi, j'ai une question, c'est comment sur le terrain, admettons, bon, bah là, effectivement, il y a des mouvements sociaux. Donc, ça fait là, il y a plus de 2 ans et demi, il va y en avoir d'autres. Comment ça va se passer, le face-à-face et le tête-à-tête entre vous, les policiers éthiques, il y en a encore, en face de quelqu'un de mandaté, de privé? Comment ce face-à-face va se faire? C'est-à-dire parce qu'ils vont pas avoir prêté serment, ils sont pas au service de la République, ça peut y avoir des start-up, enfin, ça existe, des sociétés de protection privée.
Donc, comment est-ce que eux, quelles vont être leurs missions et sur le terrain, comment vous, les policiers de la République, les gardiens de la paix, vont pouvoir communiquer avec eux en termes de, justement, tu parlais de conflits d'intérêts ou de formation, de travail, d'implication. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Bah déjà, on l'a déjà vécu. Alors, je vais donner juste une petite anecdote, c'était amusant parce que c'est arrivé en Belgique. Ils ont privatisé la sécurisation de leur commissariat dans certains endroits. Donc, notamment, il y a un commissariat en Belgique où c'est Securitas qui gère l'entrée et la sortie des locaux. Et donc, c'est Securitas qui a pu interdire à un policier belge de rentrer dans le commissariat parce qu'il voulait pas, le policier belge voulait pas montrer son sac où il y avait ses affaires, ses armes et ses effets avec des données personnelles éventuellement. Et donc, c'est l'agent de sécurité Securitas qui a donné l'ordre au policier. Donc, c'est assez amusant jusqu'où on peut arriver quand on donne à des boîtes de sécurité privées un pouvoir sur la police nationale. En France, par contre, on a déjà l'exemple de savoir comment ça se passe. Très mal. Je vais donner l'exemple très simple, c'est dans les aéroports. Avant, c'était la police nationale qui assurait la sûreté aéroportuaire. Ça a été vendu à des sociétés privées. L'aéroport de Roissy, sur lequel j'ai travaillé en tant que policier aux frontières, est un des plus mauvais au niveau de la sécurité au niveau international. Il est très mal noté. Bah oui, parce qu'effectivement, les boîtes de sûreté aéroportuaire doivent faire semblant de contrôler les bagages, c'est ce que ça leur demande, mais derrière, il faut que les vols puissent être pris à temps, il faut alléger les files d'attente, il faut que ça se passe très vite. Il y a une notion de rentabilité qui n'est pas du tout une notion de sécurité des personnels qui vont prendre leur vol. Donc on le connaît déjà, il y a des fois des agents de sécurité également dans ces endroits-là qui interdisent l'accès à des policiers en disant vous n'avez pas le droit d'entrer, marquez votre carte, vous n'avez pas le droit. Donc il y a déjà des difficultés qu'on connaît qui ont été mises en avant. La sécurité, on a bien vu ce que c'était par rapport à la rentabilité. Et bah, du coup, on est en train de continuer le mauvais chemin. Nous, on avait milité pour que ça redevienne une mission de service public, les Mhm. aéroports. Et on continue d'aller dans le sens inverse. Donc, on sait comment ça se passe. Mal, la rentabilité n'assure pas la sécurité. Donc, ça va continuer dans ce sens-là, malheureusement. Et vous vous sentez, au sein de toi, ton équipe, vous vous sentez instrumentalisé en termes de déshumanisation et de rentabilité à l'intérieur du corps de la police nationale ou pas, ou vous le vivez comment? Ah bah, de toute façon, donc ça va être autre chose. Mais sinon, sur les missions, on a pu le voir, par exemple, sur le confinement. Il y a ça fait la une, en tous les cas, de certains journaux, y compris BFM, où le préfet de police des Bouches-du-Rhône s'était vanté en disant que tout le monde avait bien son attestation de sortie, sauf les dealers. Mais du coup, un Oui, dealer, c'était ouais, c'était incroyable. on le contrôle pas pour son attestation de sortie. En fait, on le présente à la justice pour qu'il réponde de ses actes. Si réellement le problème était un problème sanitaire et de santé publique, je pense que les gens qui vendent des drogues créent des problèmes sanitaires et de santé publique également. Donc, on voit Mhm. bien la dérive complète où on est rendu. Donc, à partir de là, les policiers sont instrumentalisés. Certains essayent de résister, comme notre syndicat. D'autres organisations aussi minoritaires essayent. Les majoritaires, je rappelle, qui ont fraudé aux élections professionnelles ou des intérêts bien compris et répètent bêtement le discours du gouvernement sans chercher à aller plus loin pour les délégués que j'ai pu avoir en débat, en leur disant, mais attendez, je ne comprends même pas, par exemple, sur la loi sécurité globale, comment vous pouvez défendre une loi qui va permettre 1 an de prison au lieu de 2 à 5. Il me disait, ah ben c'est bien, c'est une avancée. Donc au bout d'un moment, quand on parle à quelqu'un qui n'a pas d'esprit critique, mais qui ne fait que répéter le discours gouvernemental, on ne peut pas aller très loin. Donc on est instrumentalisé, oui. Maintenant, on ne sait pas comment faire bouger les lignes, c'est très compliqué. Il y a un pouvoir hiérarchique très difficile et très contraignant. Et on a Oui, encore ça pu on en le avait voir, déjà par parlé. exemple, Ouais. ce qui s'est passé place de la République avec un commissaire de police, donc quelqu'un qui donne les ordres aux policiers, donc le commissaire de la BAC 93, lui, c'est lui qui fait le croche-patte. Donc à partir de là, si c'est les commissaires qui donnent les ordres, ce qu'on dénonce depuis des années, mais là maintenant ils se font carrément filmer, ils ne sont pas tellement inquiétés, qu'est-ce que ça va donner demain en fait? La police nationale va se vider de ces bons éléments qui n'en pourront plus. Je rappelle, soit ils vont démissionner, soit ils vont prendre des ruptures conventionnelles, soit malheureusement certains se suicident et le taux de suicide reste constant. Soit, et puis après il y a ceux qui vont arriver, le recrutement qui est très mal fait depuis des années, en tout cas depuis que M. Macron est arrivé, ça s'est aggravé, le niveau du concours est baissé, on prend des gens à 8 de moyenne et on arrive à, comme ça a pu se passer par exemple à l'école de Nîmes il y a quelques temps, là ça fait la une des journaux parce que c'est nos collègues qui faisaient la sécurité du site qui ont été pris à partie par des élèves gardiens qui ne respectaient pas le confinement et qui avaient les codes des dealers de cité pour prévenir que la sécurité du site, donc d'autres collègues actifs étaient là. Et en fait, on en est rendu dans les écoles de police pour se faire sortir du nombre. Quand quelqu'un fait du trafic de stupes ou fume, il perd juste des points sur sa scolarité. Il n'est pas viré. Quand quelqu'un conduit bourré, n'importe quel citoyen lambda doit en répondre devant la justice, il perd juste Mhm. des points sur sa scolarité. Le but du jeu, c'est de sortir. Donc à partir de là, les policiers qui vont arriver demain sur le terrain seront déjà pas du tout exemplaires déjà depuis le début. L'État aura facilité l'intégration de ces personnes et les personnes qui tiennent un petit peu la route vont de plus en plus partir. Donc on va arriver à quelque chose qui va moins en moins ressembler à une police. Et tous les textes de loi qui sont faits, et encore le dernier, vont dans le sens qu'on veut une milice. Oui.
Enfin, au niveau du Euh, gouvernement, hein, voilà. oui, oui, mais tu n'es pas le seul à le dire. Laurent Cassiouri aussi s'était exprimé sur le fait que la milice était en place. Comment tu l'expliques, toi, cette volonté politique de fracture entre les citoyens et son dernier rempart, qui sont les forces de l'ordre? Bah, la fracture, ils veulent l'aboutir. Quand il y a, moi, il y a pas meilleure solution de créer un problème pour essayer de le résoudre ou en tous les cas donner des mauvaises solutions. Donc la fracture s'accentue, les policiers sont menacés. Après, on fait des lois de circonstance et de communication comme M. Darmanin essaye de faire passer en disant que c'est pour protéger les policiers, alors que finalement, on est moins bien protégé pour limiter les libertés des gens. Et la dernière chose, c'est que cette loi, sur la loi là, qui est en train de passer sur la sécurité globale, si on reprend ce qu'il y a dedans, c'est exactement la légalisation parfaite de l'affaire Benalla. Je m'explique, c'est que, Ah un, bah oui, donc déjà, on ne veut plus filmer les gens. Donc les Benalla, les Kras et tous ces gens-là qui sont des vrais miliciens pourront agir en toute impunité parce qu'ils auront l'aval de se déguiser en policier sans avoir les qualités. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas eu le minimum basique de recrutement qu'on peut avoir pour les policiers qui n'est pas suffisant à l'heure actuelle. La deuxième chose également, c'est qu'on veut privatiser la sécurité des Français en mettant de plus en plus de sécurité privée. Que faisait M. Macron pour son service de sécurité à l'Élysée? Il voulait demander à M. Benalla de le privatiser. Je rappelle que les fonctionnaires qui assurent la sécurité du président de la République depuis la Ve République n'ont jamais failli à leur mission. Aucun président de la République n'a été assassiné alors qu'il était en exercice, ni après d'ailleurs. mm, Et donc, il n'y a pas de remise en cause du professionnalisme des policiers et gendarmes qui assurent la sécurité de la présidence de la République. Donc, pourquoi M. Macron a voulu privatiser sa sécurité? Donc, c'est également ce que prévoit la loi, c'est de donner des missions régaliennes aux boîtes de sécurité privées. La loi prévoit également de pouvoir filmer avec des drones des images, etc., en direct, comme dans l'affaire Benalla. C'est-à-dire que dans l'affaire Benalla, il y a bien eu des images officielles de la préfecture de police, mais qui n'ont pas été utilisées pour analyser la situation, qui ont été utilisées par le conseiller spécial de l'Élysée, M. Émilien, par le directeur de la DOPC donc de l'ordre public sur Paris, M. Gibelin, pour essayer de décrédibiliser les actions des manifestants qui ont été molestés, en prenant des vidéos qui n'avaient en plus rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation frauduleuse des vidéosurveillance. Donc avec les drones, on pourra avoir encore plus de vidéos. Il y a bien marqué des réglementations sur qu'est-ce qu'on doit faire pour stocker ces vidéos, quand elles doivent être utilisées. Mais curieusement, c'est un des rares points de la loi où il n'y a pas de sanction si on ne respecte pas les mesures prises de conservation de ces images. C'est-à-dire que demain, un conseiller spécial de l'Élysée pourra utiliser toutes ces images, un directeur de la police pourra les conserver au-delà des délais réglementaires. On lui dira c'est pas bien, mais il n'y aura pas de sanction, parce que la loi n'aura rien prévu. Donc à partir de là, cette loi va permettre une légalisation de tout ce qui s'est passé dans l'affaire Benalla, ce qui n'est pas légitime, mais du coup, s'il y a une prochaine affaire Benalla, déjà soit on ne le saura pas, et s'il y en a une, il y aura tous les moyens de défense pour nos dirigeants. Donc en fait, je pense que les points d'étape, c'est pas du tout de mettre la police nationale en milice, mais c'est carrément de recruter des boîtes de sociétés privées et de c'est leur ça. donner les missions régaliennes de l'État. Donc là, on est juste sur des points d'étape, et là, on va vraiment sur une pente très glissante. Oui, parce que vous êtes dépossédé de votre fonction au bénéfice du privé, alors que vraiment, c'est publiquement et les citoyens attendent de la police qui les protège. Et effectivement, ça glisse. Il y a une question de José-Manuel Branco qui demande quels sont les instruments légaux disponibles aux policiers pour ne pas appliquer les ordres illégitimes que tu évoques. Alors là, c'est même plus illégitime, c'est illégaux. Illégitime, on peut faire de la résistance passive, parce qu'on normalement on a le discernement qui est dans notre code de déontologie. Malheureusement, le discernement, c'est appliqué par la police nationale. Le bon discernement, c'est celui du chef. Donc, si le chef a dit D'accord. quelque chose et qu'on n'a pas fait comme il a dit, on sera sanctionné pour manque de discernement ou manque de loyauté ou les deux. Et inversement, si le chef a dit quelque chose, on aura fait preuve de bon discernement. Mais si jamais on se fait prendre la main dans le sac, comme par exemple Place de la République avec des images ou diverses images ou des policiers qui ont dérapé, à ce moment-là, c'est le policier sur le terrain qui n'aura pas fait preuve de discernement. Son chef se dissocie de ce qu'il a pu faire. Donc, en fait, le policier sur le terrain, c'est perdant-perdant. La deuxième chose également, on peut dénoncer un ordre illégal, mais le nouveau code de déontologie dit qu'il doit être illégal et remettre gravement en cause un intérêt public. Donc il y a deux conditions. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, depuis 2014, on doit se soumettre à un ordre manifestement illégal, mais qui ne remet pas en cause gravement un intérêt public. Donc c'est que de notions subjectives, mais c'est très compliqué d'avoir légalisé ça par décret. Certains syndicats, comme Unité SGP, le syndicat des commissaires, l'UNSA Police, ont ratifié ce texte avec grand plaisir. Donc ça pose des problèmes de résistance. La dernière chose aussi, c'est ce que fait les policiers. Certains disent bah, on ne va pas appliquer tel ordre illégal, on va demander des consignes écrites. Pas de problème. Après, ils se font fracasser derrière, fracasser de plusieurs façons. Fracasser de façon numéro un, c'est qu'on leur dit tout simplement bah, tes congés avec tes enfants, tu ne les auras pas. On va les décaler pour nécessité de service. Si jamais c'est plus grave, selon l'administration, ce sera conseil de discipline, des suspensions de traitement. Parce que beaucoup de syndicats de police majoritaires disent que la fonction de policier est un des endroits où il y a plus de fonctionnaires sanctionnés chaque année. Ce qui est vrai. Ouais.
Mais pourquoi sont-ils sanctionnés? Sont-ils sanctionnés pour avoir fait des dérapages sur la voie publique, d'avoir causé des blessés, des morts involontaires? Non, ils sont sanctionnés la plupart du temps parce ils se sont opposés à la hiérarchie pour manque de loyauté, pour avoir dénoncé des dysfonctionnements, pour avoir jeté l'opprobre sur la police nationale parce que, par exemple, il y avait des actes racistes qui ont été dénoncés et qu'il ne fallait pas les dénoncer. Donc, en fait, on est dans cette omerta et les sanctions ne tombent même pas pour les bonnes raisons. Et l'IGPN est tellement transparent qu'ils ont dit on ne donnera pas de jurisprudence sur ce qu'on fait parce qu'on traite au cas par cas. Donc en fait, c'est très compliqué de résister en tant que policier. En général, on se fait broyer par l'administration. Et si on voulait vraiment résister, pouvoir avoir une chance de tenir, il faudrait un contrôle externe de la police nationale, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, ou alors des gestions des carrières qui ne soient pas gérées par les gens qui sont en train de persécuter des policiers qui essayent de lancer des alertes, non pas pour planter la police nationale, mais au contraire améliorer l'image de la police nationale et son fonctionnement pour ne plus que ça se reproduise. Et au contraire, avoir des bonnes relations avec la population facilite le travail de tous les Ouais. jours. Mais j'imagine, mais à quel point ça doit être violent pour des policiers intègres d'entendre des citoyens hurler tout le monde déteste la police et la police déteste tout le monde simplement parce que il y en a qui obéissent à des ordres illégitimes et que tout ça fait monter de la pression, de la colère et aussi sur les épaules de policiers qui aimeraient que ça se passe autrement. Il y a David qui pose une question qui demande quels sont les outils légaux d'un citoyen donc lambda pour se défendre contre finalement une bavure, un policier violent, une exaction, puisque sur le terrain, visiblement bientôt, il sera interdit de filmer mais même les manifestations. Il sera interdit de tout filmer vu qu'on est dans le subjectif. Donc le subjectif ouvre la porte à l'arbitraire. Si jamais on est accrédité par le ministère de l'Intérieur, on a le droit de filmer ce qu'on veut. Mais je repense à un journaliste qui avait écrit un livre sur la police. Il avait demandé à pouvoir avoir l'aide du ministère de l'Intérieur pour écrire son livre, aller dans certains services de police. La réponse du ministère de l'Intérieur écrite, donc en plus il s'en cache même pas, avait été on vous remercie pour votre reportage, ça ne nous intéresse pas, on veut parler que de ce qui va bien. Voilà. Et le nouveau schéma du maintien de l'ordre qui a été vanté par M. Darmanin en septembre dernier, qui est juste une légalisation de toutes les aberrations de ce qui s'est passé durant les mouvements des Gilets jaunes et toutes les manifestations qui se sont déroulées depuis le début du quinquennat, demande, en fait, pour aller sur une manifestation, les policiers devront être accrédités par le ministère, grosso modo. Donc ça va commencer à poser un sérieux problème d'indépendance de la presse. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la presse, de l'information, on est dans de la propagande gouvernementale. Il y a milices et propagande qui se mettent en place là. Donc là, C'est-à-dire malheureusement, les termes, on essaye d'y résister, mais si on casting. continue, Oui, il y a un tomber dans le casting ravin. de Donc, policiers et il y a un casting de journalistes, quoi. c'est ça, on va être bien. Qui a le droit d'être sur le terrain et qui a le droit de relayer les images de ce qui se passe sur le terrain. Toi, dans l'idée, est-ce que tu es contre ou est-ce que tes collègues autour de toi sont contre le fait qu'il y ait autant de journalistes ou autant de citoyens qui, pour leur propre protection, puisque ceux qui s'expriment là-dessus disent moi c'est pour ma sécurité que je filme, c'est pas pour mettre en danger un policier. Est-ce que toi, tu as déjà été contre le fait de voir autant de smartphones comme ça pendant un mouvement est-ce que ça a déjà posé problème? Parce qu'on parle d'intégrité physique et psychique. Donc ça, c'est exactement les termes de la loi sur le harcèlement qui existe déjà. Donc ça, c'est 2 ans de prison. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'inventer l'eau chaude. Et encore en moins bien. C'est-à-dire que là, c'est même pas l'eau chaude qui a été inventée par Darmanin, c'est l'eau tiède. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme avant, mais en moins bien. Ensuite, ce qui est de la loi aurait pu être intéressante sur un point de règle précis, c'est que des fois, les gens ne se rendent pas compte quand ils filment, ils sont trop près dans une intervention de police. Donc ça permet, les policiers peuvent interpellé parce qu'il est interdit d'empêcher une opération de police. La loi, par exemple, aurait pu prévoir un périmètre en disant on n'a pas le droit de filmer un policier à moins d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, pour permettre que l'opération se déroule en toute sécurité et que les gens puissent quand même filmer liberté d'informer. Donc les deux auraient pu être conciliés de façon très pratique et pragmatique. Cette loi n'en parle même pas. C'est-à-dire que demain, on pourra toujours être filmé, selon cette loi, à moins de 5 cm de notre visage, qui va créer encore des tensions. Donc c'est complètement aberrant de ne pas régler les problèmes réels pour parler de problèmes fictifs en les réglant moins bien. Donc ensuite, à titre personnel, non, moi j'ai jamais eu de problème à être filmé. J'ai fait des manifestations en tant que renseignement territorial dans les manifestations sociales. Non, parce qu'en fait, quand on travaille en toute transparence, il n'y a pas de problème. Après, il y a déjà certains services pour des raisons évidentes qui n'ont pas le droit d'être filmés, les services de renseignement qui font de l'antiterrorisme, du contre-espionnage, certaines missions de police judiciaire qui luttent contre le trafic de stupes, etc. Mais ces collègues-là, en fait, c'est des missions très particulières. Il n'y a pas de presse autour, et s'il y a de la presse, en général, ils sont cagoulés, et à ce moment-là, il y a une raison valable de ne pas filmer. Donc, les collègues qui pourraient être mis en danger par ça sont déjà protégés. Donc, en fait, que les citoyens puissent filmer, ça ne me semble pas aberrant dans une démocratie. Il y aurait pu avoir débat éventuellement si jamais il y avait une inspection indépendante de la police nationale. Aujourd'hui, c'est le dernier contrôle citoyen qui reste à la
pour le peuple, en fait, sans que ce soit une mainmise totale, une mainmise complète du ministère de l'Intérieur sur la situation, donc complètement aux ordres et complètement toutes les dérives sont possibles. Donc voilà, donc c'est tout cet omerta qui pose problème, ce manque de contrôle citoyen, cet harcèlement interne et cette non-protection de la population. Et on arrive à des tensions complètement aberrantes. Donc à partir de là, nous, on espère qu'on pourra continuer de filmer. Après, on espère que ça ne posera pas de problème sur le terrain et ça ne posera pas de problème avec les policiers intègres. Ceux qui voient ça va poser problème, c'est les policiers qui commettent des exactions. Et ceux-là diront, ah, mais moi, subjectivement, je vais être mis en danger. Ben, Sachant que ceci dit, sur le terrain, les gens questionnent, hein, disent flou, t'es quoi? Parce que quand on prend en photo euh, un CRS, quelqu'un qui est dans le maintien de l'ordre, qui a un casque, qui est vêtu de noir, on ne voit ni son visage, ni sa corpulence, on ne voit rien, donc flouter quoi à ce moment-là? Beaucoup se questionnent, non, cette loi, de toute façon, il n'y a rien à flouter, parce elle que permet quoi? la loi n'est même pas floutée, elle dit juste que s'il y a une intention coupable de vouloir faire du mal aux policiers par la suite. Et comme on a pu voir ces Filmer une dernières années, les intention? policiers coupables. Non, mais c'est ça, c'est l'intention coupable de ce qu'on va faire de ce film. Donc c'est impossible de savoir. Et je répète, ces dernières années, les fuites dans la presse, les harcèlements sur les réseaux sociaux, etc., n'ont rien à voir avec des gens qui ont été filmés à quelques rares exceptions près, mais la grande majorité, c'est des gens, des fuites internes de la police, des fuites internes de syndicats, des mauvaises sécurisations de données, le publication au journal officiel. Et après également, si jamais la police faisait le ménage dans ses rangs, ben, les policiers qui commettent des exactions, qui ont un comportement qui n'est pas déontologique par rapport à une république, seraient sanctionnés, ne seraient plus sur le terrain. Les gens seraient apaisés en disant, ben, il y a eu action-réaction. Mhm. Ben, du coup, il n'y a plus besoin de se prendre à ce policier ou à sa famille. Donc, à partir de là, tout pourrait être réglé. Donc, ce n'est pas le cas. On est en train de créer des choses qui n'ont rien à voir. Et en plus, là, je vois le petit commentaire d'Isabelle Chéry là, qui s'affichait sur Oui, il y a une l'écran. Comment question faire pour se d'Isabelle. défendre en justice sans image? Bah, pour le moment, la loi n'est pas encore finie. Donc, on a encore un petit espoir avec le Sénat, parce que comme cette loi légalise tout ce qui s'est passé dans l'affaire Benalla, le Sénat étant la seule instance parlementaire qui a essayé de résister et de faire une enquête à peu près valable sur le sujet, j'espère qu'ils ne vont pas se laisser faire. Et la deuxième chose également, c'est que la loi n'a pas prévu quelque chose, donc il y a déjà sur les réseaux sociaux des gens qui ont prévu la parade, c'est que ça interdit en France la diffusion d'images. Donc, si vous avez des amis en Suisse ou en Belgique, eux, ils peuvent diffuser les images. Donc, en fait, on Ouais, n'a enfin, rien résolu. On a... sachant que si on passe si ça passe en commission mixte paritaire, le dernier On est mot, c'est d'accord. pas le Sénat qui l'a. Donc, de toute façon, c'est très compliqué tout ça. La Donc, du coup, Constitution est voilà, faite de telle manière que ça peut passer, même si le Sénat s'y objecte. Et le Sénat, c'est un contre-pouvoir, hein. Mais on ça verra peut le ne pas passer, résultat. ça peut ne pas suffire. Entre la mobilisation populaire, la mobilisation du Sénat, voilà, et puis démontrer que de toute façon, ces images pourraient être publiées dans d'autres pays. Oui, ça Et genre, c'est bien que tu à le l'heure rappelles. d'Internet, ils Oui. pourront jamais aller chercher quelqu'un en Suisse, en Belgique, au Canada, dans un pays d'Afrique. Enfin, tous les pays francophones, la francophonie, il y en a quand même une sacrée. C'est vaste. Et encore, même sans ça limiter à la francophonie, on peut publier ça de n'importe où, en fait. Donc, à partir de là, la loi n'a rien résolu. Ils pourront rien faire contre une vidéo qui est tournée à l'autre bout du monde, enfin, qui est publiée à l'autre bout du monde. Oui. Est-ce que vous avez prévu les gyros bleus de manifester ou parce que tu disais que vous avez écrit à Macron, à Non, Emmanuel Macron, pardon. Est-ce que vous nous, envisagez quelque chose ou on a fait une manifestation mardi de la semaine dernière devant l'Assemblée nationale de 15h à 17h. On était en intersyndical avec le syndicat GJ, Gilets jaunes. Voilà, c'était assez amusant. Ça s'était très bien passé. À partir de là, ce qu'on peut faire plus, bah, pour le moment, on va continuer d'expliquer légalement pourquoi cette loi n'a aucun intérêt, aussi bien pour la population que pour les policiers qu'on doit défendre. On va essayer de faire forcing auprès des sénateurs et puis on va voir ce que ça donne. Mais malheureusement, la seule chose qui fait peur à ce gouvernement, c'est l'opinion populaire. C'est pour ça qu'on peut avoir un Gérald Darmanin qui dit qu'il défend mordicus l'article 24, et puis quand il voit des images de ce qui se passe place de la République, il dit ah bah oui, il c'est est quand même on a choqué. les Oui. images. Donc il est choqué. Donc j'ai envie de dire, ce garçon, il faut qu'il change de métier. D'autant plus que je rajoute que je n'aime pas M. Darmanin pour une raison en plus, c'est qu'il dans la loi, il a rajouté un petit passage pour éviter de passer pour une andouille. Donc quand on est rendu à ce niveau-là, c'est quand même lamentable. C'est-à-dire qu'il a légiféré sur les mortiers. Parce qu'il avait annoncé, je Oui, vais classer ça en arme par destination. En fait, oui, le principe d'une arme par destination, c'est n'importe quoi. Et une fois de plus, il ne règle pas le problème, il règle juste son problème de communication parce qu'il a dit quelque chose de complètement idiot. Donc il dit, ah, vous avez vu, j'ai fait une loi, je suis quand même garant de ce que j'ai dit. Non, en fait, il n'a pas résolu le problème. Les gens vont prendre d'autres armes pour attaquer les policiers. En fait, ce n'est pas l'arme qui pose problème par destination, c'est le fait qu'on tire sur les policiers et pourquoi. Donc voilà, donc M. Darmanin est complètement en dessous de tout. C'est bien dommage qu'on ait cette personne comme ministre dans un moment où il nous faudrait plutôt des préfets comme Grimaud qui avait géré mai 68 à Paris. on n'y est plus là, cette période. Rosé questionne comment réagir devant un policier qui n'affiche pas son REO.
Et la loi oblige Bah, la loi oblige-t-elle, une bonne fois pour toutes, la visibilité du RIO? alors, la loi oblige la visibilité du RO, c'est une obligation légale, et la sanction pour ne pas le porter, eh ben, il n'y en a pas. Donc à partir de là, je crois que tout est dit. C'est-à-dire qu'on a eu un Manuel Valls qui a fait beaucoup de communication là-dessus à l'époque, Mhm. qui a dépensé plus d'un million, plusieurs millions d'euros pour acheter des petits numéros, qui s'ils ne sont pas portés, il n'y a pas de sanction. Donc on est un peu dans cette espèce de chose. On fait de la communication pour faire croire aux gens des choses, mais dans la vraie vie, en fait, il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a pas de sanction. Donc, s'il n'y a pas de sanction, je veux dire, on peut obliger tout ce qu'il veut. On est dans les, je veux dire, on est dans les 10 commandements. Tu ne tueras point, d'accord? Et alors, c'est quoi la sanction? Bah, c'est pas précisé, quoi. Donc, si jamais Mhm. c'est pas cadré légalement, ça ne sert à rien. Donc, on est dans ces injonctions divines qui n'ont aucune application terre à terre si on ne Mais l'a pas cadré dans un texte de loi. il y a un réel problème de réciprocité, puisque tu parlais justement des drones, la possibilité, là, je lis la possibilité pour les policiers nationaux et militaires de la gendarmerie nationale de conserver leurs armes hors service. Alors Euh, ça, les- c'est déjà le cas et, depuis un moment. La seule chose qu'ils ont légiféré en plus, c'était il y avait certains endroits, lieux publics, où on n'avait pas le droit d'aller parce que le directeur du musée ou de la salle de cinéma refusait l'entrée à une personne armée. Ils vont juste lever le verrou sur ça. Le vrai problème, c'est pas de porter l'arme 24 heures sur 24, enfin, au sens de notre syndicat. Les Français ont fait confiance à la police nationale si jamais elle était réellement dans son rôle pour être armée et assurer sa sécurité. Le vrai problème, c'est la formation qui va avec. Et là, il n'y a pas de Mhm. formation. C'est-à-dire que les policiers sont déjà très mal formés habituellement avec leur arme de service. Je rappelle que nous avons 3 tirs par an, ce qui est complètement sous-évalué par Ouais, rapport c'est à ce qu'on devrait dérisoire. faire. Ouais. Et donc, du coup, c'est adapté pour en plus quand on est en service, c'est-à-dire avec une équipe, des collègues, etc. Donc, on n'est pas du tout formé à intervenir tout seul avec son arme de service. Donc, à l'heure actuelle, c'est très dangereux à la fois pour le policier, pour la population, mais le ministère a tout prévu. Lui, il a fait signer au policier qui choisit de garder son arme 24 heures sur 24 une décharge pour dire que lui, il ne serait pas responsable. Donc, en fait, on est sur un marché de dupes et d'autant plus que bah, du coup, le policier qui va travailler en dehors de ses heures de service ne sera pas payé. Donc, il y a aussi un petit problème de droit du travail, etc. Donc, on est vraiment sur de l'hypocrisie de la part de ce gouvernement et qui a juste été le petit aboutissement pour dire vous aurez vraiment le droit d'aller partout. Mais ce n'est pas maintenant qu'il fallait se battre, c'était bien avant. Alors, je vais en revenir parce que justement, le texte prévoit qu'on va être autorisé à la sécurité civile pourra filmer par voie aérienne. Tu parlais du fait qu'on pouvait effectivement, de toute façon, hors cadre français, diffuser les images. Donc Françoise questionne, vont-ils pouvoir remonter la source d'une vidéo diffusée à l'étranger? Est-ce que ce sera justiciable? Bah, leur nouvelle loi dit c'est si la volonté de la vidéo, donc l'auteur, bah, du coup, de la vidéo, lui, il ne l'aura pas diffusée. Donc Mhm. à partir de là, c'est la diffusion qui va poser problème. Pour nuire, bah, du coup, la personne qui aura diffusé la vidéo, ce sera à l'étranger. Je souhaite bon courage au service français pour aller chercher quelqu'un à l'étranger. Déjà qu'on est très mauvais en France pour aller chercher des gens qui commettent des exactions, parce que le service Pharos, je reprends l'exemple, hein, qui fait la veille des réseaux sociaux en France, donc qui était au courant, par exemple, de l'attentat contre Samuel Paty, enfin qui pouvait s'en douter vu les menaces qui pesaient sur cet enseignant, voilà, n'a pas fait grand-chose. Donc, aller chercher une vidéo, ça me semble compliqué et Ouais, encore plus à l'étranger. Ou alors, c'est que les priorités du gouvernement ne sont absolument plus la ouais, liberté d'expression, absolument plus la sécurité. À ce moment-là, ce sera marqué noir sur blanc. c'est une traque, quoi. Ouais, après, on bascule dans quelque chose. Alors, Voilà, tu parlais de là, c'est une Samuel traque des Paty. opposants. Ouais, là, c'est une traque pure. Tu parlais de Samuel Paty. Justement, cette loi, elle arrive à un moment, effectivement, il y a eu des attentats terribles qui ont meurtri beaucoup de citoyens. Et je pense que de la part des citoyens comme de la part des policiers, si s'attendait à une loi de sécurité globale, c'était en renfort, justement, tu parlais des renseignements pour les policiers et en renfort de sécurité des citoyens. Et finalement, aux grandes stupeurs, il arrive une loi qui finalement survole la partie, quand on lit les articles précisément, la partie du terrorisme qui mériterait justement d'être extrêmement renflouée, encadrée, renforcée, et s'en prend aux mouvements sociaux clairement et à ceux qui pourraient les filmer. Est-ce que tu penses, toi, sans parler, parce que dès qu'aujourd'hui on a un esprit critique, on est complotiste, est-ce que tu penses, toi, que ça a été une aubaine ou une utilisation, cette actualité, par rapport à cette loi, ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de contrer le terrorisme à travers cette loi? Non, alors, il n'y a aucune volonté de contrer le terrorisme, ça serait depuis longtemps, et ça avait été démontré par le juge antiterroriste M. Trévedec, qui avait dit en France, il y a déjà largement assez de lois pour lutter contre le terrorisme. Là, on est dans de la communication. Quand un gouvernement ne veut rien faire, il fait une loi pénale. Parce qu'une loi pénale, ça a beaucoup d'avantages, c'est que ça coûte zéro aux deniers publics,
Ça fait beaucoup de communication, ça permet de faire tous les médias, de dire qu'on a agi, et puis derrière, il n'y a personne qui va vérifier son application. Donc de toute façon, il n'y a même pas de contrôle a posteriori de ce que ça va faire. Et ça permet de passer deux, trois petites saloperies comme ils sont en train de le faire à l'heure actuelle. Donc effectivement, il y a vraiment de l'opportunité de surfer sur des drames, de les utiliser de façon abjecte, de façon politique. Je reprends également, par exemple, je vais donner l'exemple qui concerne particulièrement la police. Monsieur Darmanin a également dit que les policiers se suicidaient et partaient en dépression à cause du harcèlement qu'ils pouvaient subir sur les réseaux sociaux. Mhm. Je rappelle que les policiers, la première cause qui les pousse au suicide, c'est structurel dans la police nationale, c'est un management délétère, une perte de sens de leur mission, et que c'est la grande majorité des morts. Donc en fait, à partir de là, une fois de plus, il utilise même ses propres fautes et ses propres méthodes de management. Et je rappelle que M. Darmanin, la seule chose qu'il a fait depuis qu'il est ministre pour lutter contre les suicides, c'est un deuxième numéro vert. De toute façon, ce gouvernement d'Akhtar Oui. Souci en France, c'est un numéro vert, donc c'est pas Oui, un mais il nous problème. faudrait d'ailleurs il nous faudrait un numéro vert qui liste les numéros verts parce qu'il y a beaucoup de numéros verts. C'est ça. Mais du coup, ce serait peut-être une idée à leur fournir parce que du coup, on a pu voir, par contre, il y avait une enquête de France Info qui avait dit que c'était plutôt des gens qui étaient copains avec les gens du gouvernement qui étaient dans ces centres d'appel et qui touchaient des fortunes, qui avaient augmenté leurs bénéfices et leurs dividendes depuis que M. Macron était au pouvoir, grâce notamment à tous ces beaux numéros verts. Sachant qu'en plus, il y a une escroquerie qu'on appelle ces numéros verts, c'est qu'on a là quelqu'un qui nous répond bonjour, je suis de tel ministère, alors qu'ils sont rien du tout, ils sont juste dans un centre d'appel et qui sont exploités pour avoir travaillé dans un centre d'appel pendant mes études. Je sais que les conditions de travail sont assez déplorables. Donc voilà, donc en fait, au final, on surfe sur la misère des gens, sur des émotions, on transforme des faits pour sa communication politique, mais en fait, on est en train voilà, on se sert de la mort de personnes à des fins personnelles pour passer des lois liberticides. Donc je veux dire, là, on est en train de toucher le fond de ce qui se fait au niveau de la propagande. Comment ça se passe, toi, dans ton équipe à l'intérieur de la police nationale, l'accueil de cette loi, votre morale, comment va le moral, comment est-ce que vous voyez l'avenir, comment est-ce que vous vous sentez? Bah, l'accueil de cette loi, de façon générale, est plutôt bien accepté. Les policiers sont plutôt pour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que le retour des syndicats majoritaires et les effets d'annonce de Darmanin, qui dit c'est génial, je vais enfin vous protéger. Une fois qu'on rentre dans le détail, qu'on leur explique non, mais en fait, vous allez moins bien être protégé, ça va créer des tensions. La loi, en fait, est tellement floue que ça va, en plus, vous n'êtes même pas sûr de gagner. C'est que demain, vous allez peut-être même pour avoir annulé un film, finalement, le juge va dire que subjectivement, c'était pas pour vous nuire. Donc, vous allez avoir annulé une vidéo et c'est vous qui allez être sanctionné. Donc, quand on prend le temps d'expliquer sur le fond et non sur l'émotion et de la communication, comme c'est ce Mhm. que font les syndicats majoritaires pour des intérêts personnels, le ministre pour des intérêts personnels, eh bien, effectivement, là, les gens adhèrent. Malheureusement, comme on l'explique régulièrement, nous n'avons pas assez de temps syndical pour le faire. Il y a eu une fraude massive cautionnée par M. Castaner aux dernières élections. Et là, curieusement, la justice n'avance pas très vite Oui. pour aller au fond du sujet. Il y a des fois, c'est très rapide, mais là, quand c'est de dire, bah, attendez, il y a une fraude, c'est grave. En plus, le ministère de l'Intérieur contrôle toutes les élections en France. Donc, s'il y a un problème dans une élection professionnelle, qu'est-ce que c'est pour les élections nationales, etc. Donc, c'est un sujet qui dépasse le cadre de la police. Là, il n'y a pas une action très rapide. Donc, voilà, ça prend du temps d'expliquer aux gens. Les policiers sont conscients de ce qui se passe, qu'on a le temps de leur expliquer. Malheureusement, la grande majorité n'a pas le temps de se faire sa propre opinion. Est-ce qu'ils sont gavés par la propagande gouvernementale, qui est malheureusement assez bien faite pour pouvoir endoctriner les gens? Et tu parlais de la limite du temps syndical, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fonction, bah, comme dans toutes les entreprises, mais y compris dans la fonction publique, le temps syndical est donné par rapport aux résultats aux élections professionnelles. Résultat des courses, plus on a gagné aux élections professionnelles, plus on a de temps syndical. Comme ceux qui ont gagné, notamment Unité SGP, qui a fraudé en bourrant les urnes, en faisant du chantage pour récupérer en voter par vote électronique, en faisant du chantage pour récupérer les codes pour voter à la place de leurs adhérents. Effectivement, ils ont terminé premier. Effectivement, ils ont plein de temps syndical. Et effectivement, ça a été autorisé par le ministre, parce que quand on lui a écrit, il n'a même pas pris la peine de nous répondre. Il a préféré aller au tribunal. Donc voilà, et je rappelle qu'il y a un bon échange de procédés. Monsieur Castaner, à l'époque, donc, qui a cautionné cette fraude, avait pu dire je reste en poste parce que j'ai le soutien d'Unité SGP, le syndicat majoritaire de la police nationale. Donc c'était les bons renvois entre amis. Donc à ce moment-là, on n'est plus dans du syndicalisme, on est dans des petits arrangements entre amis, ce qui n'a absolument rien à voir avec quelque chose de nécessaire normalement à la société. Une question, ouais, José Manuel, il pose toujours beaucoup de questions. Il est très... comment le taux de suicide chez les policiers a-t-il évolué avant et depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Est-ce que toi, tu as une idée des chiffres? Est-ce que ça date Si, d'avant? Parce si. que souvent, on parle de Manuel Valls, hein, c'est pas nouveau. Hein. Mais depuis Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? Est-ce que tu peux nous aider là-dessus? Alors depuis 30 ans, on est à peu près à un suicide de policiers malheureusement par semaine.
Voilà, Par ce qui nous semaine, place ouais. à la profession la plus en pourcentage la plus touchée. En nombre, c'est malheureusement les agriculteurs. Enfin, voilà, donc en Ouais. fait, en France, la première cause de mort violente en France, largement devant les accidents de la route et tout ce qu'on veut, c'est le suicide. Et personne n'en parle, et c'est pas une grande cause du Canada. Donc en fait, c'est un mal français où les policiers sont plus mis en avant. Avec quelque chose de très particulier dans la police nationale, c'est que dans la population française, les gens qui se suicident sont des gens plutôt jeunes, moins de 25 ans, ou des gens âgés plus de 65 ans, pour des raisons diverses, soit la folie de la jeunesse, soit des soucis de la vieillesse. Dans la police nationale, la particularité, c'est que c'est des gens qui ont autour de 40 ans, qui est une exception dans les suicides en France. 40 ans, Ouais. c'est pas là où il y a les pics de suicide. Et nous, c'est là où il y a le pic de suicide. Les gens où souvent commencent à s'installer dans la vie, mais ils ont encore des projets, ils ont des enfants, voilà. Et donc, ça montre bien un grave malaise au niveau de la police nationale. Ensuite, depuis que M. Macron est président, il y a eu une stabilité quand c'était M. Collomb le ministre. Et quand M. Castaner est arrivé ministre, là, il y a eu une explosion des suicides. Une explosion. À tel point que même Castaner a dû reconnaître que ce n'était pas des problèmes personnels et que c'était lié C'est à vrai. la profession de la police. Et pour que le ministre le reconnaisse, voilà, le problème, c'est qu'il a proposé un numéro vert. Le directeur général de la police nationale également a dit que c'était un problème structurel et pas Mhm. conjoncturel. Même lui donc a reconnu ça. La seule chose qu'il a proposé, c'était des barbecues conviviaux. Donc au final, le taux de Oui, suicide n'a pas bougé. Et M. Darmanin donc, a mis un numéro vert supplémentaire. Voilà. Sachant qu'il avait encore un. tellement pas envie de mettre de l'argent dessus, c'est que par exemple, le numéro vert de M. Castaner, il n'a pas trouvé de preneur à l'appel d'offres que le ministère avait édité parce qu'il n'y avait pas assez d'argent sur la table. Donc en plus, on a quelque chose au rabais qui arrive derrière. Donc il y a plein de solutions qui coûteraient moins cher, qui seraient plus efficaces. Donc il n'y a pas de volonté de lutter dessus. Et depuis que M. Macron est président, il y a plus de 150 policiers qui se sont suicidés malheureusement. Donc effectivement, il y a une Ouais, augmentation, énorme. mais le pic a explosé avec M. Castaner. Il y a Léa Et la qui demande gestion des gilets pourquoi. jaunes, et voilà. Eh oui, ben ça, l'ingestion des gilets jaunes, ça a mis en exergue des défaillances et ça a fait dégoupiller beaucoup de mal-être de toutes parts, hein. Il y a Léa qui réclame pourquoi n'entendons-nous jamais les familles des policiers qui se suicident. Parce qu'il y a Est-ce- une barrière du ministère de l'Intérieur, tout simplement. C'est qu'il y a une mainmise. Donc on a eu par exemple un père, son fils s'est suicidé. Et lui, il avait réussi à faire une petite conférence de presse. Malheureusement, il n'y a que deux, trois médias qui sont venus. Parce que le ministère, son fils avait laissé une lettre quand il s'est suicidé, incriminant très clairement le ministère de l'Intérieur. Mais le ministère de l'Intérieur dit, pour les besoins de l'enquête, on ne va pas vous la donner. On va vous donner que des morceaux D'accord. choisis. Voire Mhm. pire, le ministère de l'Intérieur instrumentalise la souffrance des familles. Il y a eu une lettre de suicide qui a été laissée par une policière pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et les seuls morceaux qui ont été tirés de leur contexte de la lettre de suicide pour leur faire dire l'inverse que ce que ça voulait dire, c'était que c'était à cause des Gilets jaunes que la personne s'était suicidée. Alors que quand Oui, on mais ils ont le regardait dos la lettre large, complète, ils ont le dos large et plein le dos, les gilets jaunes. oui, mais le fait, c'est une manipulation du ministère parce que quand on regardait la lettre, c'était de dire qu'il y a eu du surcharge de travail, une mauvaise organisation derrière par les structurales de la police nationale. Et en fait, l'exemple des Gilets jaunes était donné, mais c'était par rapport à l'organisation du ministère derrière. Et en fait, le père s'était outré de tout ça en disant les Gilets jaunes, c'est quand même pas des gens sympas, mais est-ce que le ministère a instrumentalisé la souffrance de la famille? Donc voilà où on en est. Donc le ministère censure les lettres, essaye de pour qu'on n'en parle pas dans les médias. Je rappelle que nous, je sais que certains médias, notamment les plus mainstream, ont eu l'interdiction de nous inviter, ou alors s'ils nous invitaient, ils n'avaient plus les informations du ministère de l'Intérieur officiel, ils n'étaient plus invités. Donc en fait, il y a ce chantage aussi auprès des journalistes du ministère de l'Intérieur. Et comme l'avait dit le ministère de l'Intérieur, il ne veut parler que des choses qui vont bien et pas des choses qui vont mal. Donc il y a toute cette censure, cette mainmise sur tout ce qui se passe dans la police, parce que ça remettra en cause le management, les structures, comment ça se passe, comment sont distribuées les primes, comment sont les formations, où est l'être humain dans tout ça. Et le ministère de l'Intérieur n'a surtout pas envie qu'on en parle. Qu'est-ce que tu penses des médias mainstream et du traitement de leur information à ce sujet-là en ce moment? Enfin, pas qu'en ce moment d'ailleurs, mais. Ce qu'on avait dit à l'époque, c'est que en fait, le Mhm. problème des médias mainstream, c'est pas le média mainstream par rapport, par exemple, à nous, pourquoi nous ne passons plus chez eux. C'est le problème, c'est que dans une démocratie, aucun média ne devra avoir à faire un choix entre les informations officielles d'un ministère et un chantage d'inviter qui ou qui par rapport à ce qu'ils vont recevoir derrière. Donc c'est ce chantage qui est odieux qui nous semble catastrophique. Et à partir de là, après, chaque média est indépendant, on peut avoir sa ligne éditoriale, donc ça, on n'en est pas responsable. Le problème, c'est que, pas que cette ligne éditoriale n'a pas été dictée par un chantage du ministère de l'Intérieur. C'est là qu'il y a un réel problème, en tous les cas, dans une démocratie. Qu'est-ce que vous envisagez, si la loi passe vraiment, est vraiment signée, passée, votée, actée, qu'est-ce que vous envisagez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui envisagent tout simplement de quitter la police, parce qu'au bout d'un moment, Mm. les gens qui sont chez nous ont dit on continuera de rester tant qu'il y a une chance de sauver quelque chose.
quand il n'y a plus rien à sauver, bah, faut quitter le bateau et continuer le combat de d'autres façons, parce que ce ne sera pas un abandon du combat, parce que si on avait choisi ce métier, c'est parce que c'était un beau métier auquel on croyait dans l'utilité publique. On est en train de nous dévoyer, et je pense à une collègue, par exemple, je donne un exemple, c'est que elle a du jour au lendemain, elle a choisi de se mettre en disponibilité et de partir dans le privé, parce qu'elle a dit, bah, quand on a tabassé les pompiers, à Ah, l'Assemblée ça, nationale, les c'était. gendarmes ont essayé d'exfiltrer les pompiers, les policiers ont tiré sur les gendarmes qui exfiltraient les pompiers. Elle a dit, ça je ne peux plus, j'ai des amis gendarmes, on ne tire pas sur un pompier. Enfin voilà, elle a des amis pompiers. Donc à partir de là, chacun va avoir ses limites et on n'aura plus que le gratin du gratin. Et a priori, c'est ce que cherche ce gouvernement. Donc après, il faudra essayer de trouver de façon intelligente comment lutter pour résister à toutes ces dérives et surtout encadrer, parce qu'après, il y a malheureusement, comme dans la population française, beaucoup de policiers qui suivent le sens du vent et que si demain il y a un encadrement du professionnalisme qui revient, qui seront les premiers à pouvoir faire un travail de façon très professionnelle et pouvoir s'exprimer. Il y a aussi beaucoup de policiers qui se disent, bah, on fait ce qu'on a à faire, on essaye de faire au mieux et puis on fait pas de vagues parce que bah faut qu'on nourrisse notre famille quoi. Donc Oui, oui, chez forcément. nous à Vigie, on essaiera de continuer le combat de diverses façons, mais si ça va trop loin, ben, il y en a beaucoup qui partiront. On a déjà par exemple notre délégué Noah Manoir qui va partir vers la police municipale. Enfin voilà, donc malheureusement ça s'en va au fur et à mesure. Oui, j'allais te demander des nouvelles de Noam. Bah voilà, bah, il va partir aussi, donc il reste sur des missions régaliennes, mais il a dit, moi, la police nationale, je ne peux plus, c'est plus du tout les missions pour lesquelles, quand on dénonce des faits de racisme, on dénonce des manquements au niveau du renseignement qui aboutissent à des actes terrorisme, il dit, bah, on est condamné, alors qu'il y a des choses à faire, et donc bah, à partir de là, moi, j'ai plus ma place, parce qu'au bout d'un moment, je suis pas là pour prendre des sanctions dans tous les sens pour l'ego de quelques personnes carriéristes qui sacrifient la sécurité de tous pour leur confort personnel. Ah, Rosé te demande, croyez-vous que ces lois vont favoriser les milices privées? Bah, Bah, tu bien t'es déjà évidemment, exprimé. Bah oui, tu t'es quand on exprimé donne là-dessus. des pouvoirs à des gens qui ont comme mission de faire de l'argent et non l'intérêt général, ça va poser problème. Et il y avait un article à l'époque 2015 de mémoire, ou à un an près, hein, vous me pardonnerez s'il y en a qui font des recherches précises, Oui. c'était le journal Reporter qui avait fait un article sur justement un maintien de l'ordre qui avait été géré par des gendarmes et une boîte de sécurité privée sur un site privé. Les gendarmes n'ont pas bougé une oreille parce que il n'y avait pas matière. Par contre, la boîte de sécurité privée est équipée de casques de moto, de battes de baseball, et ils s'en sont donné un corps joie contre les manifestants. Donc, si on commence à tolérer ça, alors que là, on était en 2015, il n'y avait pas encore de législation sur l'armement des les boîtes de sécurité privées, il n'y avait pas encore des pouvoirs de police judiciaire qu'on peut dresser un procès verbal. Jusqu'où on va aller quand on a vu, donc ça c'était sous Monsieur Hollande, donc où va être la limite en fait? Parce que ces gens-là, donc leur but, c'était pas de savoir s'il fallait maintenir l'ordre public sur la zone, c'était de servir les intérêts privés de la boîte qui leur avait dit, nous, on ne veut pas de ces gens-là sur notre terrain, c'était au niveau du nucléaire, et vous nous les dégagez de la façon la plus bruyante. Donc voilà, effectivement, ça va engendrer ce problème-là. Ça va permettre à des Benalla de travailler officiellement pour l'Élysée. Ça va permettre tout Mm. un engendrement de problématiques. Une dernière question de David. Pourquoi Alexandre es-tu le seul avec Noam à dénoncer? Voilà, c'est pas le seul, hein, il y en a, mais On n'est vous pas le êtes peu seul, nombreux, c'est vrai. voilà, on est Mais vous peu êtes peu. nombreux. On a aussi Mm. Laurent, notre syndicat. Il y a d'autres syndicats qui essayent de faire des choses qui sont des Ouais. fois pas forcément aussi médiatisées. Mais est-ce que ça donne envie aux gens de dénoncer? Non, pas vraiment en fait. Quand ils Mm. dénoncent, bah, qu'est-ce qu'ils se prennent? Ils se prennent des sanctions disciplinaires pour manque de loyauté, ils se prennent des sanctions arbitraires. Et après, le problème, c'est que pour faire valoir ses droits, c'est 2 à 3 ans de procédure, parce que là, du coup, ça va pas très vite, les procédures administratives. Donc, on a encore eu la chance, enfin, en tous les cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir la générosité populaire qui m'a permis de tenir. Mais alors, j'aurais Mm. pas eu cette générosité populaire qui avait assuré mon salaire quand j'ai eu 6 mois de suspension et encore, j'ai encore 6 mois au-dessus de la tête. Je suis repassé, Ouais. dès que j'ai repris mes fonctions, j'étais reconvoqué à l'IGPN. Mais Donc, oui. du coup, bah, on peut pas tous tenir. Et il y a d'autres policiers qui essaient de faire des choses qui sont tout simplement anonymes et qui sont broyés par le système. Je vais donner un exemple très récent. On a notre délégué qui était en place à Mayotte, qui a dénoncé la mafia sur comment était gérée l'immigration sur Mayotte, avec des conditions d'hygiène indignes, à la fois pour les policiers et pour les gens qui étaient reçus, des magouilles entre l'État des Comores et la France, des États où les gens pouvaient se balader en bande armée dans les rues de Mayotte et voilà. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a eu? Il a eu des pressions, il a dû sortir et retourner en France pour se protéger sa santé et sa vie. Voilà, parce qu'en fait, il dénonçait des choses qui dérangeaient le directeur territorial de la police nationale, qui dérangeaient des arrangements entre amis des politiques locaux. Et à partir de là, quand on est dans l'engrenage, eux, ils ont la main mise pour nous fracasser. Et encore là-bas, c'était encore pire parce que c'était carrément sa vie qui était menacée. Donc voilà pourquoi les gens n'ont pas très envie de se mouiller et de se mettre en avant, parce que Bien derrière, il y a sûr. toute cette machine administrative qui détruit les gens, qui les broie. Et il y en a plein, malheureusement, qui sont broyés anonymement.
pas parce que ils n'ont pas eu la chance d'être médiatisés comme on a pu l'être à Vichy. Et encore, même en étant médiatisés, on s'en prend plein les dents. Ça, c'est sûr. Ça réclame beaucoup de courage, mais à la fois, c'est essentiel parce que les points de vue de chacun sont extrêmement précieux et les policiers intègres sont en souffrance, il faut le savoir. C'est très important et c'est pas très rassurant ce que tu nous as annoncé, à savoir que si cette loi était vraiment actée et votée, les policiers intègres allaient tout bonnement quitter leurs fonctions. Donc ça fait pas très rassurant ce que tu nous racontes. Mais il y a Mais des il limites faut à le tout, c'est-à-dire qu'il y a savoir un et il faut le dire. glissement. Il y a un glissement depuis des années, enfin depuis nous, depuis Manuel Valls, voilà. Il y a eu un détournement d'émission avec la politique du chiffre de Nicolas Sarkozy, mais on n'était pas encore sur les libertés fondamentales et le sens profond des missions de la police. À partir de Valls, c'est ce qui s'est passé et depuis, ça a fait que s'enfoncer. Et là, on est en train de toucher, le fond. Donc, au bout d'un moment, bah, la résistance doit prendre d'autres moyens. Si on ne peut plus résister en interne, il faut trouver d'autres solutions. Voilà. Alors j'ai une dernière question. Pour le coup, c'est en MP. Je voulais savoir, les gens se questionnent ce que tu penses de la surveillance par drone, de la reconnaissance faciale, de toutes ces nouvelles technologies là qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que ça déshumanise encore plus? Est-ce que c'est pour substituer le pouvoir policier? Qu'est-ce que tu penses de ces outils? Bah déjà, il y avait une chose qui est amusante. Quand la Chine a mis ça en place, on avait dit jamais de ça chez nous. Bon, bah, finalement, quelques Mhm. années après, ça arrive chez nous. Donc la Chine, je rappelle que maintenant, ils sont rendus à fliquer les gens sur les réseaux sociaux, à se mettre des notes sociales pour savoir qui est bien et qui est pas bien, avec la délation Ouais, ouais. généralisée. Donc, Ils ont donc je une veux vie dire, c'est la à prochaine point. étape. À point, voilà. Donc, du coup, comme on ne sait pas comme jamais comme la Chine, mais avec 2 ans de retard à chaque fois. Voilà. Je rappelle que les marchés de vidéosurveillance sont passés souvent avec Huawei, donc la Chine. Donc, parce que c'est des spécialistes du domaine. Et en échange, nous, on leur envoie des Alexandre Benalla pour les former au maintien de l'ordre, chacun ses spécialités. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit dans des échanges de procédés entre États démocratiques voulant le bien de sa population à chaque fois. Donc sur les drones, ça pose de sérieux problèmes parce que du coup, déjà, il n'y a pas d'encadrement à l'heure actuelle assez suffisant des vidéosurveillances. La reconnaissance faciale, même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est un outil pour aider à la résolution d'enquête, un outil pour aider Mhm. à lutter contre des comportements malveillants, très bien. Mais ce qu'une fois de plus, ce n'est pas l'outil qui pose problème, c'est quel contrôle derrière il y a. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, sur la loi renseignement qui a été votée par Manuel Valls à l'époque. Il a permis au Premier ministre de mettre qui il veut sur écoute quand il veut. Et Mhm. l'organe de contrôle, c'est uniquement une commission qui se réunit a posteriori s'il n'a pas le temps de la réunir avant, ou avant, mais qui rend juste un avis. Donc ça pose deux problèmes. Un, c'est un avis, il n'y a rien de contraignant. Deux, la commission est sous ses ordres, donc après, voilà. Et trois, comme c'est un service public, il faut encore mettre de l'argent pour qu'elle fonctionne convenablement, qu'elle est tenant et les aboutissants de tout ce qui est mis sur ça. Donc à l'heure actuelle, cette loi renseignement a permis au Premier ministre de mettre qui il veut sur écoute sans aucun contrôle légal, bien que ce soit légalisé. Donc voilà, Mhm. donc en fait, c'est plus que les. Si demain la reconnaissance faciale ou les drones permettent d'éviter qu'il y ait des débordements en manifestation, qui permettent de résoudre un viol, qui permettent de résoudre pas mal de soucis, mais très bien. Mais encore faut-il que ça serve réellement à des choses d'utilité générale et pas que ce soit détourné à des besoins de, comme dans l'affaire Benalla, d'essayer de faire passer des manifestants qui n'ont pas fait grand-chose pour couvrir des agissements de miliciens, que ce soit pas détourné pour filmer les opposants politiques, exactement ça. Donc le problème du contrôle, et à l'heure actuelle, vu ce qui est prévu dans la loi, le contrôle n'est pas du tout garanti. Donc, ce qui serait idéal, c'est de commencer par savoir comment on contrôle ces choses-là d'un contrôle citoyen pour que ce soit transparent dans l'utilisation. Mhm. Une fois que ça s'est fait, on met les moyens en place. Ou pas, si on n'arrive pas à garantir les choses. Parce qu'il me semble, nous, en tant que policiers, on était rentrés, malheureusement, ce n'est plus le cas, pour être défenseurs des libertés individuelles. Depuis M. Valls, on est défenseurs des lois, donc c'est une grave dérive sémantique et surtout pratique. Mais on continue de croire aux libertés individuelles. Et en France, la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et le premier mot est bien liberté. Si la liberté n'est pas garantie, on ne prend pas une mesure qui peut être dangereuse ou aller contre ça. C'est un point de Eh vue oui, d'un policier et d'un syndicat policier. Voilà. et oui, et la devise doit être réappropriée, mais elle est bien mise à mal par les temps qui courent. Moi j'ai une dernière question un peu naturellement qui me vient. Est-ce que tu as la sensation que le gouvernement vous laisse tomber? Très clairement, oui. Ça fait bien longtemps qu'ils nous laissent tomber. Il n'y a pas eu de mesure qui a été prise en place par le problème des suicides. Quand les policiers peuvent être harcelés effectivement sur les réseaux sociaux, menacés de mort, etc., plutôt que de faire appliquer les lois existantes, on propose une loi qui sera moins protectrice dans un but uniquement de la faire passer en disant on protège les policiers, mais pour museler la liberté d'expression en France.
Donc, c'est tout à fait abject et pour l'institution policière. Ça va créer des tensions supplémentaires sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses Ouais. dont on n'a pas besoin. Ensuite, quelque chose qu'avait dit qui était très, très assez véridique, c'était Louis Blanc au 19e siècle, Troisième République. Il avait dit que le bulletin de vote a remplacé la violence et la contestation. Ben oui, parce qu'il y a un consensus national. À l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus national. Les policiers, en fait, les missions de maintien de l'ordre devraient être assez pacifiques finalement pour quelques manifestations qui peuvent arriver. Et après, on devrait pouvoir se concentrer sur d'autres missions qui sont Mhm. tout aussi importantes, voire même prioritaires par rapport à l'antiterrorisme, des procédures judiciaires, etc. Donc, si l'Assemblée nationale et nos élus faisaient leur travail correctement, il n'y aurait pas de contestation massive dans les rues, comme on le connaît aujourd'hui. Donc, effectivement, s'ils faisaient leur travail, nous, on aurait moins de travail, en tous les cas, sur ces missions-là, qui sont des missions qui ont pris de l'ampleur ces dernières années et qui en plus permettent des images catastrophiques de la police nationale pour les débordements, les coups de main qui sont faits avec l'aval du gouvernement. Donc oui, on a l'impression d'être lâché parce que tous ceux qui posent problème dans la police nationale sont encensés, sont médaillés, voire carrément, leurs procès prennent des années. Et à côté de ça, les policiers qui essayent de faire leur travail de façon convenablement sont sanctionnés, ceux qui sont des lanceurs d'alerte sont sanctionnés. Des fois, des policiers qui ont fait preuve de manque de discernement ou qui ont fait un petit manquement mais qui n'ont pas été catastrophiques. Je pense notamment, ça nous avait choqué, notre collègue qui avait jeté un pavé. C'est le seul qui a été jugé Oui, quasiment pour avoir fait. oui, oui. Il a fait zéro blessé. Zéro blessé. Le pavé a été Mhm. lancé. Et en plus, il y avait une jurisprudence, si les syndicats qui l'avaient défendu à l'époque défendaient réellement le policier. Il y avait des fois une compagnie de CRS était à un sommet à Strasbourg, ils n'avaient plus de munitions, ils ont jeté des pavés pour se défendre et des pierres. Donc c'était Mhm. déjà acté. Là, en plus, il n'y a pas eu de blessés. Moi, j'aurais préféré qu'on commence par juger ceux qui ont éborgné, mutilé, qu'il y ait eu des excuses qui aient été présentées, voilà, qu'on démantèle les braves, comme M. Pasqua avait démantelé à l'époque les voltigeurs. Donc il y a toute cette dérive en fait où on décrédibilise le travail des gardiens de la paix pour faire crédibiliser le travail, comme l'a annoncé M. Macron, des gardiens de notre paix, de la sienne et de ses amis. C'est le nouveau slogan du recrutement de la police nationale. Donc oui, on a l'impression d'être abandonné, la grande masse des policiers a l'impression d'être abandonnée, mais malheureusement la grande masse des policiers est manipulée par les discours assez bien faits en rhétorique du ministre, du gouvernement, donc ça s'appelle de la propagande, on n'est plus dans l'information, et des syndicats majoritaires qui ont pignon sur rue, qui peuvent relayer de façon massive cette propagande gouvernementale pour des postes fictifs. Je rappelle que l'ancien secrétaire général d'Alliance a eu un poste au comité des Jeux Olympiques Oui. 2024, enfin, qui sont tous recasés à droite à gauche pour leur bons et loyaux services. Le dernier responsable des syndicats officiers CFDT a pu avoir sa mutation à Tahiti avec sa femme, avec la création de sa poste de sa femme qui est sous le coup d'une procédure disciplinaire. Donc je veux dire, les bons et loyaux services, ils s'y arrangent. Donc en fait, oui, le policier sur le terrain est abandonné, le policier sur le terrain est manipulé par ses propres syndicats majoritaires et par le gouvernement, et ça oppose la police à sa population dans le seul bénéfice de ces syndicats majoritaires et de cette caste dirigeante que je mets dans la même caste en fait, qui se gavent sur notre dos et qui sont très contents de ce qui arrive pour des raisons diverses et variées. Donc voilà, au final, les policiers continuent de se suicider, des gens continuent d'être blessés et mutilés, des policiers perdent leur emploi, et on n'a pas réglé le fond du problème d'une police exemplaire. Et l'IGPN dans tout ça? L'IGPN, on a pu le voir, déjà c'est une particularité française en Europe, donc c'est quand même déjà à pointer du doigt. D'habitude, les autres ont des inspections indépendantes, donc le indépendant est Oui. très important. Chez nous, c'est aux ordres du ministre. Donc, en fait, c'est le ministre qui a le dernier mot. À partir de là, on a pu voir, je donne l'exemple très criant des deux méthodes qui ont été employées. C'est l'affaire Steve à Nantes. À Mhm. Nantes, donc ce jeune qui, donc même pas du matin de l'ordre, là on parle de quelqu'un qui faisait la fête de la musique dans un endroit que je connais parce que Mhm. j'ai grandi à Nantes où il n'y a pas un habitant à côté. Et toutes les années, la tradition que la fête de la musique ici débarde un petit peu. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave. Ou en tous les cas, c'est pas très grave, mais ça nécessite pas de jeter les gens dans la Loire et de Oui. causer un mort. Donc là, par contre, c'est très grave. La vie humaine a un prix. Résultat des courses, l'enquête IGPN a dit circuler, il n'y a rien à voir. Le commandant de CRS qui avait fait en disant mais c'est une catastrophe comment le maintien de l'ordre a été géré, c'est un commissaire de police qui a donné les ordres, nous spécialistes on a dit qu'il fallait surtout pas faire ça, ça a été annexé en dernière page, et à côté de ça on a une enquête qui a été faite par la police judiciaire de Nantes sous contrôle d'un magistrat, avec quand même les problèmes d'indépendance des magistrats, mais n'empêche que la conclusion n'a pas été la même, c'est la police est fautive, il y a eu de graves problèmes, de graves Mhm. dysfonctionnements. Donc à partir de là, il y a la preuve par A plus B que l'IGPN couvre des affaires, camoufle les choses et donne des résultats conformes aux attentes du ministre. Mais après, le directeur de l'IGPN est mis en place par le directeur de la police nationale qui est nommé par le ministre. Donc c'est une chaîne hiérarchique. Il attend sa promotion vers autre chose. Les gens qui sont sous ses ordres, bah, même s'ils font un rapport correct, lui, en tant que directeur de l'IGPN ou les responsables de l'IGPN peuvent corriger les rapports et les enquêtes de leurs subordonnés. Et l'IGPN, quand il présente une conclusion d'enquête à la justice, si jamais c'est eux qui ont piloté l'enquête de A à Z et qui rendent juste leurs conclusions à la justice, ils mettent bien ce qu'ils veulent dans les conclusions, en fait.
Et la justice devra se baser sur les conclusions erronées ou très orientées de l'IGPN pour prendre les sanctions ou pas. Donc en fait, même la justice, si elle voulait faire correctement son travail, déjà à la base, c'est biaisé. Donc nous, ce qu'on Oui, demande depuis puis des années, c'est un contrôle indépendant de la police nationale, à la comme fois en pour les policiers qui Angleterre. sont Ouais. voilà, Mm. parfait. Il faut des policiers à l'intérieur, mais des policiers de terrain qui peuvent expliquer comment ça se passe sur le terrain, comment ils travaillent. À l'heure actuelle, c'est des bureaucrates qui ne savent même pas comment on travaille, qui n'ont pas mis un doigt de pied sur le terrain depuis des années. Donc, c'est des courtisans. Donc, on n'a pas besoin de courtisans policiers, on a besoin de policiers de terrain pour expliquer notre travail. Et à côté de ça, ça permettrait de protéger les policiers qui lancent des alertes, qui seraient plus confiants justement pour désobéir aux ordres illégaux et dire ça, c'est un ordre illégal. On sait qu'un organisme de citoyen pourra nous protéger derrière. Alors qu'à Mhm. l'heure actuelle, on sait qu'on va se faire fracasser par l'IGPN. Donc, c'est complètement contre-productif, plus les conflits d'intérêts. On a eu le cas de la dernière directrice de l'IGPN, Madame Monégé-Guillemard. Et ben, par exemple, il y a eu un souci à l'aéroport d'Orly avec un problème d'espionnage des services secrets du Maroc et d'échange de fiches S parfaitement illégal. Et le problème, c'est que le juge d'instruction s'est plaint dans le Parisien en disant qu'ils ont eu des pressions de l'IGPN pour enterrer l'enquête. Eh ben oui, parce que le Ouais. commissaire qui dirigeait Orly, c'était son mari. Voilà. Donc après, il y a des conflits d'intérêts assez amusants, comme pour Madame Leguet ou la personne qui dirige l'enquête et la femme ou le mari de la personne mise en cause. Donc en fait, il y a toutes ces problématiques qui n'existeraient plus et de la transparence permet justement aux gens de souffler, de se dire voilà, il y a eu tel fait, quelles sont les sanctions qui vont être prises, il y a eu ça, on a vu ça sur les images, mais réellement il s'est passé ça. Donc la transparence est nécessaire à la fois pour la protection des policiers et de la population. Et on n'aurait peut-être même pas ce débat sur cet article 24 de la loi si les policiers étaient Mhm. contrôlés par un organisme indépendant. Donc voilà, donc en fait, l'IGPN, c'est quelque chose de complètement dégueulasse. Et je prends un exemple parce que j'ai mon frère qui est dans l'éducation nationale. Il m'a fait remarquer que du coup, c'était tellement bien dans la police pour canaliser et mettre aux ordres les fonctionnaires qu'ils se sont mis à un organisme similaire dans l'éducation nationale pour contrôler les enseignants et tout le personnel sur les mêmes méthodes où c'est la hiérarchie qui va être jugée partie. Donc, quand il y a quelque chose qui marche, mais dans le sens contre-productif pour les libertés individuelles, le gouvernement en place, c'est les utiliser et les étendre. Toi, pour le mot de la fin, ton avis personnel, tu ressens qu'il y a une véritable volonté politique de cliver les citoyens et les institutions les uns contre les autres, ou c'est simplement une mauvaise gestion, de la peur? Qu'est-ce que c'est ton opinion là-dessus? L'opinion, bah, c'est qu'on veut opposer les gens les uns contre les autres, en fait. Parce que Mm. quand on discute, en grande majorité, personne ne va opposer la police et la population. C'est un ensemble. Donc, par exemple, voilà. Mais le problème, c'est que personne ne veut prendre le temps de discuter. C'est qu'on est sur, on est pour, on est contre. Je vais donner un truc qui n'a rien à voir. Il y a le film Hold Up. Voilà, par exemple, qui est Mhm. sorti. Voilà. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des qui sont pour et contre sans l'avoir vu, d'autres qui l'ont vu. La vraie question, c'est pas de savoir si on est pour et contre. Qu'est-ce qui est intéressant dedans? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Lancer un Mhm. débat. Et aujourd'hui, on n'est plus sur le débat, on est sur la polémique et les prises de position complètement arbitraires. Et on dit, lui, c'est un con parce qu'il a dit oui, lui, c'est un con parce qu'il a dit non. Alors qu'en fait, malheureusement, ça devrait élever le débat et qu'on devrait avoir quelque chose de constructif avec des arguments pour, des arguments contre, des contre. Et on n'est pas là. On n'est pas du tout dans ces arguments et contre-arguments. Et en plus, du coup, voilà, on essaye d'opposer les gens par tout moyen plutôt que d'être dans un dialogue pour chercher le compromis, chercher la vérité ou les vérités, parce que des fois, la vérité n'est pas unique, et heureusement. Et aujourd'hui, il faut que chacun ait sa vérité, et c'est sa vérité qu'il veut imposer. Et je vais donner une petite boutade, c'est que c'est quand même assez choquant, c'est que par exemple, M. Macron dit qu'il veut lutter pour la liberté d'expression, contre l'obscurantisme, etc. Je rappelle que les fanatiques qui ont commis des attentats en France, que nous on demande depuis des années à classer en dérive sectaire pour les différencier des musulmans qui vivent leur religion Mhm. de façon apaisée, mais ça, ce n'est pas fait non plus. Donc, le fait de ne pas classer une problématique religieuse, c'est fait pour les autres religions, mais pas l'islam, par exemple, est fait pour opposer les gens. On dit c'est contre l'islam que vous luttez, plutôt que contre une partie de l'islam, en fait. Donc, on oppose les gens à chaque fois, plutôt que de faire des choses qui sont. Personne irait dire, bah oui, il y a des dérives sectaires qui peuvent conduire à des attentats. Mais au final, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient qu'on soit tous masqués, en tous les cas les femmes. Ils voulaient limiter les accès à la culture. Ils voulaient fermer les librairies et les lieux de spectacle. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes tous masqués, nous n'avons plus accès à la culture et nous avons le droit que de travailler. Donc, je veux dire, à ce moment-là, à quoi sert de lutter contre l'obscurantisme quand le gouvernement lui met en place et met les règles que ces gens-là prônent? Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Voilà, et C'est après, vrai, je reprends on en est l'exemple, en parce vie. que je dis pas ce que je fais. Monsieur Macron, quand il est au Liban, il dit qu'une révolution, c'est spontané et ça Oui, vient c'est du vrai, peuple. ça vient du Voilà, mais peuple. par contre, en France, il faut cartonner les gens parce que le peuple, il n'a pas le droit de dire quelque chose, quoi. Donc, voilà.
Et c'est tellement vrai, c'est qu'on a pu voir, là je dépasse un petit peu, mais je l'avais relevé dans le livre que j'avais écrit, L'ennemi de l'intérieur, c'est que le ministère de l'Intérieur qui contrôle les élections, donc a fraudé aux élections professionnelles, mais aux élections européennes, il y a des gens qui savaient par avance qu'ils ne pourraient pas voter. Mhm. Il y a des gens où sur certaines communes de moins de tant d'habitants, il n'y aurait pas de couleur politique. Donc en fait, il y a toute cette manipulation de façon générale de dire faut penser comme ça, faut penser comme ci, on oppose les gens et voilà. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que comme disait Camus, aujourd'hui c'est la polémique qui a remplacé le dialogue et ben, du coup on avance nulle part. On peut crier tous très fort, mais au final c'est de la discussion et de façon apaisée, en échangeant des arguments de façon respectueuse et même à la fin on peut se dire on n'est pas d'accord, c'est pas grave. S'il y a une argumentation logique qui aboutit à des choses, voilà, enfin à des Oui, il y a de conclusions qui peuvent la être démocratie, opposées, et c'est le la débat. démocratie, voilà. Voilà, et là, il n'y a C'est plus le de débat et c'est débat ça qui et le est dangereux. contradictoire. Et oui, bien sûr. Maintenant, le Et merci. contradictoire, si tu ne penses pas comme moi, Ouais, c'est la prison. Donc, ça commence à être mais problématique. c'est ça qui est compliqué, bien sûr. Et je vais donner une petite anecdote aussi. Là, il y a Rémi Buzine qui a été régulièrement embêté Mhm. là, sur la C'est le seul qui avait T'es réussi à plus interroger qu'embêté Castaner. là. Oui, non, mais voilà, donc qui a été molesté, etc. Mais il y a Voilà. peut-être une raison également. C'est le seul journaliste, ou en tous les cas média, qui avait pu avoir un interview de Castaner et qui avait posé une question de notre syndicat en disant le syndicat Vigie a demandé ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais du coup, il n'y a pas eu de réponse. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il paye les pots cassés d'avoir osé poser une question qui dérangeait un ministre ou des choses comme ça. Donc, à savoir que pourtant, Rémi Buzine, au niveau de la police nationale, en tous les cas des policiers républicains, il avait fait toutes les manifestations de policiers en colère. Il avait suivi les marches contre le suicide des associations et de notre syndicat. Mhm. Donc, en fait, il a toujours répondu présent pour une police exemplaire. Et donc, là, les gens qu'il tabasse, les seuls qu'il a pu mettre en porte-à-faux sont nos dirigeants. Donc, voilà, on en est et il n'y a plus de contradictoire, mais justement des agressions physiques quand on ne pense pas ou qu'on veut diffuser des informations autres que celles autorisées par la propagande officielle. Plus que jamais, ne pas rompre le lien avec les policiers intègres qui en bavent parce qu'il faut quand même se mettre à la place des policiers intègres. C'est un spectacle terrifiant, j'imagine. Et vous avez besoin de soutien. Donc c'est aussi pour ça que je voulais te donner la parole et que tu puisses t'exprimer librement sur tout ce qui se passe, puisque la parole des policiers intègres est précieuse vraiment. Et j'espère que vous tiendrez bon. En tout cas, sache que sur Éthique, tu sais bien, tu as carte blanche pour t'exprimer librement et que je suis certaine que tu as le soutien de tous les abonnés qui soutiennent Éthique et qui essayent de comprendre ce qui se passe parce qu'on est encore dans une phase de stupéfaction. On est bien d'accord et on espère que le résultat, on ne va pas se réveiller avec un très mal de tête un matin en se disant oh là là, l'histoire serait écrite. On va voir ça, on va suivre ça de très près. Et merci. Bon, bah, toutes nos salutations à Noam. Je suis désolée Ouais, d'apprendre je lui qu'il transmets. s'arrête, mais ouais. Il l'a Et publié puis, on reste officiellement, voilà. en. Mais Ouais, bon, je peux que le comprendre. En tout cas, porte-toi bien et ton syndicat aussi. Et essayez d'augmenter le temps de parole des syndicats. C'est important, surtout que la parole que vous portez est nécessaire parce que vous êtes les derniers remparts intègres et éthiques de cette profession et que ce qui va suivre, clairement, tu l'as démontré, c'est une milice. Donc, on a ouais. vraiment, vraiment besoin de toi. Il faudrait te carboner, te multiplier, te multiplier. En Ce serait fait, il n'y a même chouette. pas besoin. Il faudrait juste que les policiers qui veulent être intègres ne soient pas sanctionnés pour manque de loyauté. Donc, on en revient au contrôle de la police. Tant qu'il n'est pas Mm. citoyen, ce sera compliqué. Est-ce que le démultiplier et carboner, c'est possible? Il faut juste libérer la parole des policiers, ce qui est impossible à l'heure actuelle. Mais venez sur Éthique, libérer la parole des policiers. Merci beaucoup, Alexandre. À très bientôt et d'avoir À très répondu bientôt présent et très vite, merci. parce que tu as répondu très vite. Et puis, bah voilà, on lâche rien, finalement. On n'a C'est pas le ça. choix. Plus que Merci jamais, il faut être beaucoup. solidaire. À bientôt. À Merci, bientôt. prends Salut. soin de toi. Ciao. Tu appuies sur le petit bouton rouge, la petite croix. Merci à tous d'avoir suivi ce live. C'était très important de laisser la parole à Alexandre. Il sait de quoi il parle, il est à l'intérieur et tout ce qui se passe ricoche sur des policiers qui voient leur corps de métier sinistré quand ils ont porté un serment et qu'ils aiment les valeurs de la France et en tout cas sa devise qui est en train de sombrer. Je voulais juste vous prévenir que tout à l'heure sur Éthique, il y aura un petit tuto que la clique vous a mijoté qui va vous permettre de bien comprendre comment soutenir, sur quel bouton appuyer, donner vos avis, etc. On a besoin de vous plus que jamais. La liberté d'expression est en jeu et sur la table. Et je vous rappelle que Julian Assange est toujours en prison. Voilà, je vous embrasse. À très vite sur Éthique.